Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. C'est un immense honneur de vous recevoir ici à l'auditorium de Céno pour cette ciné-conférence portant sur la thématique de l'État français face au terrorisme et à la radicalisation. Quelle prévention en amont, quel traitement opératoire et quelle réaction a posteriori. Un sujet parfois sensible, bien que très médiatisé, conséquence de son impact et de son enjeu pour notre société, et un sujet qui nous semblait ainsi intéressant de traiter en tant que jeunes universitaires, futurs acteurs de demain. Avant toute chose, Monsieur Philippe Gallez, président de l'Université Savoie-Mont-Blanc, nous a fait l'immense honneur de nous rejoindre ce soir. Je me permets alors de lui laisser la parole pour qu'il puisse vous adresser quelques mots. Alors, je pourrais ajouter que vous m'avez fait l'immense honneur de m'inviter à cette soirée. Donc c'est une soirée placée sous l'angle du terrorisme et de la radicalisation, qui a été intégralement organisée par les étudiants de première année de la licence Esprit de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Esprit, c'est économie, sciences politiques et relations internationales. Voilà, je pense qu'on peut les féliciter. Ils ont choisi le sujet, ils ont organisé la soirée avec la projection du film que nous allons voir dans quelques instants, et puis les 3 tables rondes qui portent sur les 3 thématiques qui ont été dites à l'instant. Voilà, eh bien, au nom de l'Université Savoie-Mont-Blanc, je les remercie. Je remercie naturellement l'équipe pédagogique qui a apporté son regard et son soutien, très certainement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et surtout qu'elle soit riche, enrichissante. Eh bien, je vous propose maintenant de continuer. Avant toute chose, permettez-nous de nous présenter brièvement. Nous sommes donc les étudiants de la première année de la licence Esprit, licence économie et gestion, parcours sciences politiques et relations internationales. En clair, c'est donc une licence résolument pluridisciplinaire qui a pour but de former ses étudiants aux différents enjeux du monde d'aujourd'hui, aussi bien sur l'aspect économique que politique et géopolitique, et ce, à l'échelle internationale. De par la formation que nous suivons, nous sommes particulièrement sensibilisés à la question de la sécurité du pays et de l'État, de la sécurité économique jusqu'à la sécurité politique, en passant par la sécurité sociale ou environnementale. Au XXIe siècle, c'est souvent à la question du terrorisme que l'on pense comme menace majeure de la sécurité de notre pays. Cette question est pleinement d'actualité. Le terrorisme et la radicalisation représentent une menace et un enjeu omniprésent pour notre société. Nous le voyons bien avec les procès des attentats du Bataclan et de Nice qui n'ont été mis en place que très récemment. De plus, cette thématique s'inscrit pleinement dans le cadre de notre formation. Elle fait l'objet d'un travail sur 2 semestres qui nous amène à approfondir ce thème par un travail de recherche en complément de nos enseignements en sciences politiques, méthodes et techniques des sciences politiques et institutions et vie politique françaises. Nous avons donc décidé d'apporter notre regard spécifique sur la question de la sécurité du pays face au terrorisme, un regard nouveau de jeunes ayant rapidement été imprégnés par l'enjeu de cette menace et étant les acteurs de demain qui devront savoir appréhender cette question pour assurer notre sécurité, mais également un regard universitaire à une échelle intermédiaire entre discours de spécialistes, que nous ne sommes pas encore, et discours médiatiques. Notre objectif est alors double. La finalité de fond est de fournir une information complète sur les tenants, les pendants et les aboutissants d'un sujet dont on entend souvent parler sans réellement savoir de quoi il relève. Quant à la forme, nous visons à apporter une approche neutre, objective et intelligible avec le regard extérieur et interdisciplinaire que nous confère notre formation. Conformément à cet objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de nos propos, nous avons décidé d'organiser cette ciné-conférence autour du film Novembre. Nous pensons que c'est une bonne entrée en matière visuelle, apportant un focus concret sur un aspect du terrorisme, sur des événements majeurs qui sont les attentats du 13 novembre 2015, une approche que nous élargirons par la suite
à travers la conférence plus théorique qui suivra. Avant de commencer le visionnage, nous souhaiterions remercier chaleureusement ceux qui nous ont aidés dans toute l'élaboration de ce projet, de la genèse jusqu'à la réalisation de cette ciné-conférence. D'abord, le FSDIE, notre sponsor, qui nous a permis de mener à bien notre projet. Un grand merci à eux. Nous voulons également remercier le pôle administratif, le pôle communication et le pôle financier de notre filière, ainsi que nos directeurs de projet qui ont réalisé un travail immense pour permettre la réalisation de cette intervention. Nous adressons également un remerciement tout particulier à nouveau à Monsieur Philippe Gallez, président de l'Université Savoie-Mont-Blanc, pour son soutien et sa présence ce soir. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces personnes. Enfin, merci à tous nos invités ce soir. Monsieur le délégué militaire départemental Ludovic Rougelot, Monsieur Vincent Julion, mais également plusieurs de nos élus locaux, Pierre Gay, Fabien Géry, Bénédicte Serrat, Olivier Barry et Lionel Braget. Et merci également aux membres de l'équipe pédagogique de notre IAE. Enfin, nous aurons l'opportunité de recevoir sur scène plusieurs spécialistes ayant déjà abordé la problématique sous de multiples approches. Nous accueillerons donc Madame Asna Hussein, Madame Mélanie Fatmi, le lieutenant-colonel de gendarmerie David Drouot, Monsieur Patrick Lecupre, Madame Hélène Le Seigneur et enfin Madame Nathalie Saint-Denis. Un immense merci à eux pour leur présence ce soir parmi nous et nous vous demandons de les applaudir très très fort. Pour terminer, cette soirée n'aurait pas été possible sans l'aide et l'appui de nos deux professeurs de sciences politiques, à savoir Jean-François Clouzet et Thomas Metzaros. Nous les remercions pour leur investissement et la mise à notre disposition de leur expérience. Je me permets alors de laisser la parole à M. Metzaros pour qu'il puisse s'exprimer. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci au maître de cérémonie pour cette entrée en matière. Je voulais à mon tour vous remercier tous pour votre présence ce soir. Pour les étudiants, c'est toujours un challenge d'arriver à mobiliser autant de gens pour une soirée ciné-débat, conférence. J'ai en face de moi des licences 2 et licence 3 de la licence Esprit. Évidemment, je ne peux qu'avoir un souvenir ému pour l'événement qu'ils ont organisé autour des élections présidentielles qui avait déjà été un succès local, j'allais dire, puisqu'ils avaient fait le tour de force de réunir quasiment, c'est pas quasiment, je crois que c'est tous les représentants des candidats à la présidentielle à la salle Pierre-Lamy. Ce soir, à nouveau, c'est un tour de force qui est réalisé par les étudiants de la licence Esprit en arrivant à réunir plus de 150 personnes dans cet amphithéâtre pour la projection de ce film et ensuite le débat qui suivra. Je voulais dire une chose qui est très importante. Les étudiants de la licence Esprit, en fait, en début d'année, puisque c'est un travail qui est mené sur 2 semestres, donc depuis septembre dernier, dans le cadre d'un cours d'introduction à la science politique, puis après de vie politique et institutions politiques françaises. Dans ce cadre-là, je leur ai demandé quelle est la thématique que vous souhaiteriez traiter cette année. L'année dernière, c'est les élections présidentielles. On voyait bien qu'on était rythmé par l'actualité. Et les étudiants, collégialement, ont décidé 2 grands thèmes. Le terrorisme et la radicalisation. On a essayé d'arriver à avoir quelque chose de synthétique et qui arrive justement à aborder de manière pertinente ces 2 thématiques-là. C'est un choix qui leur est propre, c'est leur choix qu'ils ont voulu traiter. Je leur avais dit, certains me l'ont rappelé tout à l'heure dans le couloir avec humour, on n'était pas du tout dans l'actualité à ce moment-là. Je leur avais dit d'ailleurs, et puis finalement l'actualité nous rattrape. Parce qu'on voit bien que les événements qui sont en train de se produire interrogent sur très largement ce qu'on appelle les radicalités politiques en sciences politiques. Voilà, toutes les radicalités politiques. Et puis on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont convergents, d'autres qui sont au contraire divergents. Et puis deuxièmement, on voit bien que la rhétorique du terrorisme, récemment encore dans la presse, la rhétorique du terrorisme, elle ressurgit en même temps que ces violences politiques et que cette radicalité politique. Donc évidemment, les étudiants de la licence Esprit avaient du nez, j'allais dire, puisque naturellement, ils sont allés sur cette thématique-là. Et donc, je pense que la soirée que nous allons partager
contrairement à ce que je pouvais imaginer au mois de septembre dernier, comme quoi l'actualité va très vite, eh bien, elle sera placée sous les auspices de l'actualité, malheureusement. Et donc, ça donnera bien évidemment aux échanges, je pense aussi, tout leur intérêt et toute leur teneur. Je me permets vraiment d'adresser un remerciement très, très, très chaleureux à mon comparse, Jean-François Clouzet, qui a vraiment été, voilà, avec lequel on a travaillé main dans la main pour accompagner les étudiants. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez l'applaudir très chaleureusement parce que ce n'était pas évident. Et puis enfin, ça ne vous étonnera pas, mes tout derniers remerciements, avant 2 excuses que je formulerai, mes tout derniers remerciements vont bien sûr aux étudiants de la L1 Esprit pour le travail qu'ils ont réalisé seuls et dont vous allez voir le résultat ce soir. Vraiment, tonnerre d'applaudissements pour vous. Alors, je n'ai pas suivi le protocole. Je devais commencer par 2 excuses que j'avais oubliées, et du coup, qui me reviennent. Il faut absolument que je les fasse. La première, c'est Claire Salmon, qui co-dirige la licence Esprit avec moi, qui a occupé les fonctions de directrice de l'IAE et qui, malheureusement, ne peut pas être là parmi nous ce soir, mais vraiment à qui, là aussi, sans laquelle, évidemment, tout ça n'aurait pas été possible. Et puis, la deuxième excuse que je dois adresser, puisque je suis par ailleurs vice-président à Grand Annecy, c'est la présidente du Grand Annecy qui m'a demandé de bien vouloir l'excuser parce qu'elle ne peut pas être présente, mais elle aurait beaucoup souhaité être là. Donc voilà, j'apporte ces 2 excuses pour terminer mon propos et encore une fois, félicitations à vous. Merci beaucoup, monsieur. Je vous laisse regagner votre place. Sans plus attendre, nous vous souhaitons une agréable séance et nous nous retrouvons à l'issue de la diffusion de ce film intitulé Novembre, réalisé par Cédric Jiménez en octobre dernier et retraçant les 5 jours d'enquête ayant suivi les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Merci à tous et bon visionnage. J'espère que tout le monde a bien pu profiter de cette petite pause et a bien pu retrouver sa place. Entre-temps, de nombreuses personnes nous ont rejoints, notamment Olivier Barry, le maire délégué de Sénaux, qui voudrait dire quelques mots avant qu'on le reprenions notre soirée. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais être très rapide parce que les tables rondes que vous attendez avec impatience vont devoir commencer. Et puis parler après un film aussi intense et après de brillants interlocuteurs aussi, c'est peut-être pas si facile que ça. Donc je vais dire un petit mot au nom de la ville d'Annecy qui est très heureuse de vous accueillir ici dans l'auditorium de Sénaux, un auditorium qui dépasse largement la commune déléguée de Sénaux. Je voudrais vous saluer et vous remercier et remercier les organisateurs au nom de François Storg, le maire d'Annecy, et de mes collègues ici présents, Pierre Jay, le maire adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique, et Fabien Géry, le maire adjoint à la culture. J'en profite pour saluer notre collègue conseiller municipal, Thomas Metzaros, qui est bien connu de votre part. Ce que je voulais vous dire, je voulais saluer avec enthousiasme votre initiative. Les élèves de la section Esprit, de la licence Esprit, vous avez choisi un lieu emblématique, je ne reviens pas dessus. Vous avez trouvé une équipe accueillante, l'auditorium, que je voudrais quand même remercier. Et vous avez choisi un thème difficile, le terrorisme, parce que, Cyprien me l'a expliqué, c'est un sujet qui intéresse et qui inquiète. On peut dire, je peux vous rassurer, le terrorisme existe depuis longtemps, même avant 2015, mais il a pris ces dernières années une intensité très, très importante. Vous avez raison, tout cela est inquiétant, mais vous avez choisi d'approfondir cette thématique en procédant à des recherches complémentaires à vos enseignements pour disposer d'une information aussi complète que possible, vous l'avez dit tout à l'heure, face à ce sujet qui reste d'actualité malheureusement et face à la radicalisation qui représente une menace et un enjeu omniprésent. Vous cherchez à comprendre comment notre pays peut se prémunir contre cette menace à travers une législation, des outils spécifiques qui ne sont peut-être pas toujours bien adaptés, on verra peut-être dans les tables rondes, avec des instances spécialisées, des actions de prévention, de renseignement, d'éducation, de procédure. Les intervenants de qualité que vous avez réunis ce soir pour les tables rondes prévues au programme vous aideront, j'en suis sûr, à mieux comprendre l'importance de ces enjeux. Je vous remercie par avance, mesdames, messieurs les intervenants,
Et je vous remercie encore, les étudiants de la licence Esprit, pour cette ciné-conférence. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Merci pour ces belles paroles. Sur ce, je vous propose qu'on revienne sur le film. Pour notre part, c'est un film qui nous a paru très bien réalisé, qui, comme nous l'avons dit au moment de l'introduction, revient sur un moment particulièrement marquant pour notre France et un sujet particulièrement sensible. La trame nerveuse et tendue donne au film un effet très rythmé qui évolue au gré d'une enquête hors norme menée par les forces de l'ordre. Quant à son contenu, bien que la majorité du film soit focalisée sur la dimension opératoire d'un acte terroriste, de nombreux aspects de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation apparaissent également. Nous voyons bien dès le début du film que cette menace fait l'objet d'un traitement permanent par les forces spécialisées, témoignant des démarches considérables qui sont entreprises dans le renseignement et la prévention de la radicalisation et des actes terroristes qui en découlent. Nous sommes également pleinement immergés dans le traitement opératoire des actes terroristes. Nous voyons avec un angle interne l'impact et l'enjeu de ces attentats avec la volonté et la nécessité de mettre rapidement en place un plan concret selon des protocoles bien définis, malgré l'afflux massif d'informations et la difficulté de coordination et de communication entre les équipes. Enfin, bien que le film soit concentré sur les 5 jours d'enquête et n'évoque donc pas toute la partie des conséquences et de la réparation de ces actes, certains éléments sont tout de même suggérés, notamment au niveau des conséquences post-traumatiques de tels événements. Ce film témoigne ainsi du fait que ce sujet du terrorisme et de la radicalisation est devenu un enjeu majeur en France, d'où les différents dispositifs qui en découlent pour y faire face, aussi bien en amont, pour prévenir, que pendant les actes terroristes, ou encore en aval, pour guérir et gérer la réparation de ces actes. C'est pourquoi nous avons donc décidé d'axer ce soir notre conférence autour de 3 tables rondes, avant, pendant et après un acte terroriste, chacune d'entre elles reliée à un de ses principaux aspects. Sans plus attendre, je laisse la parole à mes camarades Pauline et Sana pour la première table ronde, qui traitera de la prévention en amont du terrorisme et la radicalisation. Comme vous avez pu le constater sur les diapositives, nous avons mis un QR code à votre disposition pour que vous puissiez poser vos questions par écrit et nous tenterons d'y répondre à la fin des tables rondes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons donc vu que le film Novembre témoigne bien de la dimension opératoire de la réaction aux attentats. Cependant, il rend peu compte de l'appréhension en amont de la menace terroriste. Or, d'après nos études, tout acte terroriste résulte d'un processus de radicalisation et toute réponse opératoire à un attentat découle d'inévitables démarches préalables de recherche et de renseignement afin de se saisir au mieux de la menace. Il est alors essentiel d'étudier ces aspects préliminaires à tout acte terroriste si l'on veut comprendre comment répondre aux tentatives d'atteinte à la sécurité de l'État. Afin de répondre à cette problématique, veuillez accueillir Madame Asna Hussein, sociologue des médias et de genre, chercheuse associée au Centre d'Émile Durkheim, fondatrice du carnet de recherche contre-discours radicaux, directrice de l'association Prévanet et membre de l'Observatoire de la haine en ligne. Veuillez également accueillir Madame Mélanie Fatmi, directrice des sécurités à la préfecture de Haute-Savoie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cet événement très très riche. Et je suis ravie d'être parmi vous et surtout de vous apporter quelques éléments, peut-être de réponse. Bonsoir à tous et je me joins à vos propos introductifs. Ok. Donc, nous allons sans plus attendre commencer. Donc, nous allons aborder le thème de la radicalisation, comme vous avez pu le comprendre dans notre introduction, puisque c'est un mécanisme essentiel, puisqu'il découle généralement sur l'acte terrorisme donc, en tant que tel.
Mais nous nous sommes posé la question de existe-t-il un profil type de personnes susceptibles de se radicaliser? Donc, c'est-à-dire des hommes plus ou des personnes converties à l'islam ou ce genre de choses? Non, pas du tout. Il n'y a pas de profil type par rapport à la radicalisation. C'est ce que les recherches, que ce soit en France, mais aussi à l'échelle européenne et internationale, l'ont montré. Et il y a bien que par rapport à la question liée au genre, on a observé ces 10 dernières années une sorte un phénomène de féminisation du djihadisme, pour être plus précis, puisque le film revient sur les attentats revendiqués par une idéologie qu'on nomme djihadiste. Donc, mais on sait que les femmes, par exemple, constituent à peu près un tiers des personnes radicalisées, que ce soit par rapport à la France, je précise, et les convertis aussi à peu près autour de 30 à 35%. Donc il n'y a pas des prédispositions spécifiques par rapport à une origine particulière ou culturelle ou idéologique ou religieuse. Donc, dernier point qui est aussi important à signaler par rapport aux recherches plus récentes concernant les profils des radicalisés, ces profils deviennent de plus en plus complexes. Donc avant, on avait la possibilité de repérer par rapport à des indicateurs, à des comportements, et par rapport aussi à des réseaux spécifiques liés à une telle ou telle idéologie. Aujourd'hui, on sait qu'on a de plus en plus de difficultés à identifier un profil et surtout le lier à un réseau spécifique, que ce soit par rapport à une radicalisation politique, religieuse ou culturelle ou d'autres types de radicalisation. Et c'est ce qu'on a vu avec malheureusement l'assassinat de Samuel Paty, avec un profil qui était assez complexe, qui était difficilement repérable au début. Vous n'avez pas, non? Vous ne voulez pas, non? Non, mais effectivement, je confirme ce que vous dites par rapport aux personnes qui sont suivies, notamment sur le département. Il n'y a pas de catégorie particulière. Il y a tout profil confondu, des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes étrangères, des personnes françaises issues de classe moyenne ou même de classe supérieure. Donc non, il n'y a pas de catégorie particulière ou qui serait plus facilement sensible à entrer dans une radicalisation. D'accord, merci. Donc, pour continuer dans cette même thématique, vous l'avez un peu amorcé. Nous avions une autre question, c'est la radicalisation en général, qu'elle soit idéologique ou religieuse, mène-t-elle forcément à une atteinte à la sécurité de l'État? Alors, non, parce que toute radicalisation ne mène pas forcément à un acte terroriste. Et c'est ça la complexité de ce phénomène-là. Parce que les personnes, par exemple, qu'on a entendues fichées S ou FSPRT, plus précisément, on ne peut pas tous les considérer comme des terroristes. Donc ça, c'est toute vraiment la complexité de ce phénomène-là. Et encore un point qui est très très important, c'est le point de basculement. C'est pas facilement envisageable quand est-ce que la personne va basculer d'une forme de radicalisation non violente à une radicalisation violente, voire même un acte terroriste. C'est pour cela que les autorités font face à cette difficulté et surtout les services de renseignement, bien qu'on a vu, indépendamment on va dire, de ce qui s'est passé le 13 novembre et en 2015, même ces dernières années, il y a un progrès assez important par rapport à la question du repérage à tous les niveaux, du fait que la France a été particulièrement ciblée par des idéologies extrémistes, radicales, violentes, tout simplement, dont l'idéologie djihadiste, mais il y a d'autres aussi à soulever. Donc il y a toujours cette difficulté-là de comment savoir, est-ce qu'il y a des prédispositions
spécifiques, quels sont les facteurs de protection, quels sont les facteurs de vulnérabilité qui peuvent mener, comment les identifier. Des recherches aussi ont évolué sur ces questions-là, mais on a cette complexité à laquelle on fait face sur ce point-là. Vous pouvez nous en dire plus du coup sur les campagnes préventives à la radicalisation ou pour en apprendre davantage? Oui, effectivement, depuis 2015, il y a eu différentes initiatives gouvernementales. La dernière, c'est le plan national de lutte de prévention de la radicalisation qui date de 2018, où là, effectivement, on série de manière assez large l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre. Il y a des actions qui concernent notamment les plus jeunes en lien avec l'éducation nationale. L'idée, c'est de lutter assez rapidement contre la logique du contre-discours, contre l'acculturation aux outils numériques, aux manières de pouvoir identifier entre guillemets le vrai du faux, et de sensibiliser aussi assez rapidement une capacité à avoir une réflexion sur des idéologies qui circulent un petit peu partout. Ensuite, il y a toute une série de préventions, mais qu'on a aussi, nous, initiées sur le département, de manière à serrer l'ensemble des acteurs. Il y a eu des formations dans le milieu sportif, prévention de la radicalisation dans le sport, dans le milieu de l'entreprise, avec la Chambre du commerce et d'industrie, parce qu'effectivement, la détection, elle peut se faire à travers différents milieux et à tout niveau de la société. Donc le but, c'est effectivement, au-delà des communications grand public que vous avez tous pu entendre ou voir à travers des affiches, de permettre d'augmenter le niveau de détection aussi à travers les élus, les employés municipaux, etc., considérant que chacun peut identifier un début de déviance ou un changement de comportement. Donc c'est effectivement l'ensemble des actions de prévention qui ont été initiées avec certains des acteurs qui sont présents ce soir. Ok, merci. Et du coup, vous pouvez nous donner un bilan de ces actions Je ne pourrais pas vous donner un bilan précis, mais ce qui est sûr, c'est que des actions de formation, on en a réalisé beaucoup. Après, j'ai mes collègues qui sont là, donc qui peuvent compléter s'ils le souhaitent. Mais effectivement, des actions de prévention de la radicalisation dans le sport, à destination des élus locaux ou des agents municipaux, on en a fait 3-4 par an pendant plusieurs années. On a eu une forte adhésion parce qu'effectivement, on a senti qu'il y avait un vrai besoin aussi de la part de l'ensemble des personnels qui côtoient des usagers, du public, de la clientèle, etc., pour pouvoir identifier des faisceaux d'indices qui permettent de relever ce qui peut poser problème. Et puis effectivement, on a aussi essayé de passer des informations à l'ensemble des acteurs qui sont, on va dire, tête de pont. On a des référents radicalisation ou laïcité maintenant dans beaucoup de services, dans beaucoup d'administrations. Et l'objectif, c'est vraiment de nous, en préfecture, on a vocation à mettre en œuvre des politiques publiques sur le département et charge après à chacun des acteurs pour ce qui le concerne de les déployer localement ou plus précisément. D'accord. Merci beaucoup. Concernant le sujet de la sécurité de l'État, afin de proposer un dispositif de prévention et de riposte opérationnelle, l'État s'est doté d'un ensemble d'outils dont le continuum de sécurité. Et quel bilan pouvez-vous faire de la mobilisation de ce concept du continuum et a-t-il profondément modifié vos pratiques ? Donc le continuum de sécurité, pour ceux qui méconnaissent un petit peu ce concept, c'est l'organisation de l'ensemble des services ou des acteurs concourant à la sécurité. Donc c'est renforcer la synergie entre police, gendarmerie, les polices municipales et agents de sécurité privés. Donc effectivement, depuis, il y a eu notamment suite à l'attentat de Nice, un renforcement des consignes qui visent à renforcer notamment la sécurité des grands événements, où là on a vraiment mis tout le monde autour de la table. Il y a toujours eu des relations importantes entre notamment police, gendarmerie, police municipale, dans le cadre de la lutte contre la délinquance classique. Mais c'est vraiment dans ce cadre-là aussi qu'on a travaillé sur des logiques de sûreté, de la manière dont on pouvait sécuriser en amont les événements, tant par effectivement de la sécurisation, je dirais périmétrique, la mise en place de barrières pour éviter les véhicules béliers, etc. Et là, souvent, on fait aussi appel aux polices municipales. C'est là où les agents de sécurité ont pris toute leur place, parce que maintenant, ils participent à la sécurisation de ces événements, à la formation aussi de ces personnels, à la culturation des bénévoles, etc. Donc, c'est vraiment renforcer cette culture de sécurité
auprès de l'ensemble des acteurs. Donc il y a eu vraiment des avancées sur ces sujets-là. La loi visant à renforcer la sécurité globale, elle renforce encore ces actions qui visent le continuum de sécurité, puisqu'on donne des pouvoirs supplémentaires aux polices municipales, sur les questions de vidéoprotection notamment. On renforce aussi le niveau de qualification et de contrôle des agents de sécurité privés, puisque pour qu'ils puissent rentrer complètement dans le dispositif, il faut aussi qu'on puisse s'assurer de leurs compétences, de s'assurer aussi de la qualité des personnes qui travaillent, parce qu'il faut aussi de la confiance pour que ça fonctionne. Donc pour moi, voilà, c'est une démarche qui se poursuit, qui est dans l'air du temps. On a des grands événements aussi qui vont arriver là à l'automne avec la Coupe du Monde de rugby. On a les JO en 2024. Donc voilà, je pense que pour l'ensemble des services qui participent à la lutte contre le terrorisme, je prends l'exemple des grands événements parce que c'est vraiment celui que vous pouvez percevoir. Il y a vraiment un travail en coordination et un travail en commun avec, oui, en tête de pont, police, gendarmerie, et puis ensuite l'ensemble des acteurs qui prennent toute leur part à ces dispositifs. Merci. Et concernant les dispositifs, justement, comment est-ce que vous faites pour garantir la sécurité des citoyens, mais tout en leur laissant un maximum de liberté, justement? Je pense qu'effectivement, il y a aussi pas mal de choses qui sont rentrées aussi dans les mœurs. Aujourd'hui, quand on rentre dans un site qui peut être sensible, il y a des réflexes qui sont pris, on peut remettre sa carte d'identité, ça c'est devenu, voilà, maintenant il y a des choses qui se sont intégrées. Les centres commerciaux aussi ont intégré l'ensemble des mesures prévues dans les plans Vigipirate. Donc on peut contrôler les sacs, etc. Dans les établissements scolaires, il y a des actions comment dire, il y a eu des exercices, il y a des plans de protection de mise en sûreté. Donc voilà, tout ceci fait qu'on met en place certaines choses qui permettent de, oui, sans doute restreindre quelque part la manière dont les choses peuvent se passer. Mais je pense que globalement, quand on voit les événements qui se sont passés, qui ont pu se passer, il y a quand même une forte adhésion sur l'ensemble des mesures qui sont mises en place. Aujourd'hui, quand on participe à un festival, on sait qu'on doit, voilà, encore une fois, répondre aux exigences qui sont prévues par l'organisateur, qu'on leur recommande assez fortement. Mais c'est pour voilà, permettre de profiter de grands événements sportifs, d'événements festifs, tout en préservant la sécurité de tous dans un niveau de menace qui reste quand même toujours aujourd'hui élevé. Très bien, merci beaucoup. Je pourrais peut-être compléter à mon niveau. Alors moi, je ne suis qu'une sociologue spécialiste de la propagande djihadiste. Donc, en travaillant sur cette propagande, notamment celle de Daesh, j'ai découvert vraiment qu'il y a toute une série d'idéologues qui ont travaillé sur la question de la sécurité et sur la question de la faille et sur ce qu'ils appellent aussi l'épuisement économique. Notamment, j'ai travaillé sur l'analyse d'un ouvrage qui est devenu culte pour le terrorisme djihadiste. C'est de l'administration de la sauvagerie, dont l'auteur est très probablement un Égyptien qui était présent en Irak après l'invasion et avec la genèse de l'État islamique à l'époque en Irak. Et c'est une sorte de feuille de route. Il n'y a que 11 citations de textes religieux, donc principalement islamiques. Ce n'est absolument pas un ouvrage d'idéologie religieuse. C'est une feuille de route qui explique les différentes étapes pour faire régner la terreur et affaiblir la sécurité de l'ennemi en l'épuisant économiquement. Il y a tout un chapitre sur la question de la communication, de la propagande, qui est présentée comme étant l'arme qui défend les terroristes, comme nous on le dit. Et donc ça, c'est un élément qui est très très important. Et juste pour donner un exemple, pendant la crise sanitaire, on va voir une explosion des attentats terroristes revendiqués par des djihadistes à l'échelle internationale et avec une rhétorique une nouvelle rhétorique
qui va accompagner cette explosion d'actes terroristes sur le terrain et afin de mobiliser les sympathisants, voire même les adhérents, et les motiver à commettre des actes terroristes qui finalement sont plus, comme on a vu avec le 13 novembre, qui vont devenir plus simples, plus faciles. Donc on préconise de plus en plus ce qu'on appelle le djihad express, le djihad facile, avec des actes, avec l'arme blanche, avec des incendies, et qu'on explique ça dans la propagande. Et on continue, et c'est ce qu'on a vu aussi en France malheureusement pendant la crise sanitaire, qui est souvent aussi présenté comme étant une malédiction du peuple, enfin de l'Occident, qui a dévié aux principes religieux. Donc c'est ce que le film aussi met en valeur avec des conversations lors des interrogatoires avec certains sympathisants, pas que terroristes avérés. Donc cette rhétorique, moi je l'ai étudiée, je l'ai analysée, mais j'ai même formé des agents. Et je crois que c'est un niveau qui est très important pour comprendre finalement l'offre qui est proposée, l'offre idéologique proposée, et de ce fait comprendre par la suite les illusions, les promesses et les motivations principales des personnes qui vont s'engager dans cette voie. Merci beaucoup pour vos réponses à nos interrogations. Nous allons maintenant du coup conclure. Le lien entre terrorisme et radicalisation se pose et fait débat. Le processus de radicalisation est souvent complémentaire pour certains experts, arrivant inévitablement en amont de l'acte concret terroriste. Et également, le terrorisme est donc un processus évolutif propre à chaque individu, celui-ci construisant ainsi une idéologie extrémiste en lien avec sa désaffiliation sociale et son rejet de normes sociétales. Du côté de l'État, les plus grandes problématiques sont celles de quelles mesures mettre en place pour se protéger contre une éventuelle attaque et de comment garantir la sécurité des citoyens tout en leur laissant un maximum de liberté. Merci. Merci beaucoup les filles, merci à vous également mesdames les intervenantes. Place maintenant à la deuxième table ronde qui portera sur la dimension opératoire du traitement d'un acte terroriste. Blandine, la scène est à toi. Donc bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit Corentin, la partie du pendant se préoccupe de l'aspect opératoire. Nous allons ici nous interroger à la sécurité intérieure. Comment l'État se prémunit-il face aux tentatives d'atteinte à sa sécurité intérieure ? Nous allons nous pencher sur les différents moyens d'intervention de l'État face aux menaces terroristes sur le sol français, et donc à l'organisation interne qui régit ces différents moyens d'intervention. De nombreux plans d'intervention et de coopération entre les différentes forces d'intervention existaient déjà depuis plusieurs années, comme le dispositif Orsec par exemple. Cependant, ce dernier étant très général, on pouvait constater une certaine défaillance en termes d'efficacité concernant les attaques terroristes, dû notamment à un manque de communication et de coopération entre les diverses chaînes de commandement et à une mauvaise utilisation des capacités des unités d'intervention. Le manque d'efficacité du plan Orsec et des autres plans de sécurité d'État a nécessité la création et l'instauration d'un nouveau plan de sécurité intérieure, en prenant en compte les échecs des anciens modèles. L'attentat du Bataclan en novembre 2015, comme vu pendant le film, est sans aucun doute l'élément clé qui a permis aux forces de l'ordre de se rendre compte de leur insuffisance organisationnelle face aux événements de cette envergure.
Le SNI, Schéma national d'intervention des forces armées, est un dispositif du ministère de l'Intérieur en vigueur depuis 2016, visant à organiser la réponse des unités d'intervention de la police nationale et de la gendarmerie nationale face aux attentats terroristes sur le territoire. Il est ainsi mis en place dans un contexte de traumatisme des attentats de l'année 2015. L'attentat de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo en janvier, l'attentat du Train Thalys en août, l'attentat du 13 novembre au Stade de France et au Bataclan. Ces événements ont placé les forces d'intervention dans l'obligation de s'organiser pour y répondre de manière efficace. Il a semblé primordial de mettre en œuvre un dispositif d'intervention cohérent face à des attaques terroristes protéiformes qui ne cessaient de monter en puissance. Le SNI prend en compte les spécificités du terrorisme et apporte des améliorations vis-à-vis du plan de sécurité intérieure. Cela impacte l'organisation interne entre les unités, mais de quelle manière ? Nous pouvons donc poser la question suivante: en quoi le SNI contribue-t-il à définir la sûreté de l'État ? Et par la même occasion, à lui apporter des forces de résistance lors d'une attaque terroriste. Quelles sont les particularités qui en font sa spécificité ? Pour répondre à nos questions, nous avons la chance d'accueillir ce soir le lieutenant-colonel David Drouot, commandant en second de la gendarmerie d'Annecy et ancien membre de l'UCOFI, unité de coordination des forces d'intervention, ayant participé à la rédaction du SNI et l'ayant présenté à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve en 2016, ainsi que Mélanie Fatmi, directrice des sécurités à la préfecture d'Haute-Savoie. Je vous laisse vous installer. Donc, nous allons tout d'abord nous intéresser à la création du SNI, avec vous, monsieur le lieutenant-colonel Drouot, étant donné que vous avez participé à sa rédaction. À sa mise en place en 2016, quels étaient les objectifs visés par le SNI ? Bonsoir à tout le monde, merci de m'avoir invité. Je remercie la classe IAE de me faire participer et de me faire revenir 7 ans en arrière dans mes précédentes fonctions, où j'ai eu à travailler effectivement sur les attaques terroristes et les réponses opérationnelles des forces de sécurité intérieure. En janvier, nous avons l'attaque de Charlie Hebdo qui nous montre des fragilités dans la réponse opérationnelle des forces d'intervention spécialisées. Donc à partir de là, les directions générales de la police, de la gendarmerie et la préfecture de police de Paris commencent à réfléchir sur un dispositif opérationnel pour apporter une réponse immédiate, pour faire cesser une tuerie, trouver les auteurs et apporter la sécurité nécessaire aux citoyens. À partir de là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs événements dramatiques terroristes ont eu lieu sur le territoire national. Les forces du ministère de l'Intérieur n'ont pas attendu tous ces événements pour préparer la réponse opérationnelle. C'est pourquoi en octobre 2015, nous avons déjà préparé et mis à la signature du ministre de l'Intérieur une note conjointe entre les directions générales de la police, de la gendarmerie et la préfecture de police de Paris pour apporter une réponse opérationnelle aux tueries de masse. Ça, c'était en octobre 2015. Le 13 novembre, le Bataclan accélère le dispositif que nous étions en train de préparer. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, donne des directives de rédiger une réponse opérationnelle adaptée qui prendra le nom de Schéma national d'intervention. L'objectif du Schéma national d'intervention qui nous est confié, en termes de réflexion, en termes de proposition, vise à un seul objectif, faire cesser la tuerie le plus rapidement, par des moyens d'intervention spécialisés. Mais on s'aperçoit rapidement au cours des analyses et des réflexions que le premier intervenant, le primo-intervenant comme on l'appelle aujourd'hui, ce n'est pas l'intervention spécialisée avec le gilet lourd, le casque et le fusil d'assaut. C'est le gendarme ou le policier municipal, voire le vigile, qui lui est confronté au drame et à la surprise de l'attaque terroriste. C'est pourquoi on a déjà commencé par
rebalayer le dispositif que nous avions tous dans toutes les forces de sécurité intérieure pour définir 3 niveaux d'intervention. La primo-intervention, avec les policiers et gendarmes de tous les jours qui sont au quotidien au plus proche des citoyens, engagés sur des événements classiques. L'intervention intermédiaire avec nos unités que nous avons ici dans le département, comme les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et les BAC de la police. Et enfin, le 3e niveau, c'est l'intervention spécialisée. Donc ces 3 chaînes d'intervention étant mieux identifiées, le schéma national d'intervention et les préparatifs que nous avons mis en place nous permettent de mieux les équiper, mieux les armer, mieux les former pour pouvoir apporter cette réponse opérationnelle, faire cesser la tuerie le plus rapidement possible. Et donc, dans quelle mesure le SNI s'est-il montré performant jusqu'à aujourd'hui ? Alors l'avantage du SNI, c'est que ça a pu mettre autour de la table toutes les forces de sécurité intérieure, donc de la Direction générale de la police, de la gendarmerie et de la préfecture de police de Paris, le RAID, le GIGN et la BRI qui étaient déjà pour l'UCOFI naturellement dans notre escarcelle puisque nous assurions cette coordination de ces 3 unités. Le SNI favorise davantage de coopération, une mise en cohérence des capacités des unités spécialisées et surtout le partage des capacités en cas d'attaques terreau qui font appel soit des types de tirs particuliers, de l'effraction ou de l'extraction d'otages dans des conditions particulières. On a pu justement, grâce à la mise en place du SNI et à la validation du ministre Cazeneuve, mettre en pratique toutes ces capacités des unités, mettre autour du terrain, autour des portes, des lieux à forcer le RAID, le GIGN et la BRI pour que chacun puisse apporter sa technique, constater les résultats et ensuite en tirer des conclusions et présenter aux plus hautes autorités de l'État qui est capable de quoi, à quel moment et comment renforcer les unités en cas de besoin. Madame Fatimi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. À rajouter, non, parce que c'était pour le coup extrêmement clair, mais peut-être je me permets une précision par rapport à ce que vous avez pu dire en propos introductif. C'est que, en fait, la planification Orsec, elle vient compléter en fait ce qui a été mis en place par le SNI. Et typiquement, il y a eu aussi des modifications par rapport à cette planification Orsec suite aux attentats. Parce que donc Orsec c'est vraiment une disposition générale, mais au sein de cette planification on a des sous-planifications et notamment la planification de nombreuses victimes qui permettait de répondre collectivement à un accident de car ou autre. Et il y a eu une adaptation du coup suite à des victimes liées à des actes de malveillance ou à des attaques terroristes, avec le plan Novi, actes de malveillance, Alpha, etc. Où là il y a eu vraiment un renforcement de la coordination et un éclaircissement de la manière dont les acteurs doivent intervenir, puisque effectivement en cas d'attaque, en cas de drame majeur, le préfet il est directeur des opérations et la planification aujourd'hui fait qu'on a effectivement un commandant des opérations de police gendarmerie qui irait justement initier l'engagement du SNI et qui aurait uniquement cette partie sécurisation, extraction des victimes, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une chaîne de secours qui doit s'organiser avec un périmètre de sécurité, le but étant d'éviter le surattentat, un plus grand nombre de victimes. Donc il y a toute une chaîne qui s'est organisée quand même et une formation des personnels qui s'est faite aussi, tant pour les personnels du SDIS, les pompiers, que les personnels médicaux, le SAMU. Il y a eu vraiment toute une refonte, je dirais, la manière dont on gère ce type d'attaque, d'actes. Pour la chaîne effectivement opérationnelle, les primo-intervenants et la partie sécurité intérieure pure, mais aussi pour la partie santé et secours. Comme vous pouvez le voir sur l'écran derrière le schéma que nous avons représenté avec les zones d'exclusion, les zones contrôlées et les zones de soutien qui représentent les fonctions de chaque autorité pour que chacun puisse avoir et trouver sa place au moment de la crise. Ça fait partie des innovations du schéma national d'intervention. Ça existait auparavant, puisqu'on n'a pas réinventé l'eau chaude non plus. Le préfet a toujours la place de directeur. Le commandant de police ou de gendarmerie locale est responsable de la sécurité publique. Mais là où ça innove un petit peu, c'est le dispositif de commandant des opérations d'intervention spécialisée, où le chef de l'antenne RAID, du RAID ou du GIGN prennent la direction des opérations pour la partie intervention spécialisée. La mise en place du corridor d'extraction pour les victimes. Et tout ça, c'est tiré des enseignements du Bataclan,
où c'est un constat complexe qui a été fait en fin d'attaque, où les secours ont eu du mal à se retrouver, les extractions de victimes étaient compliquées. Et donc le SNI a pris en compte tous ces défauts d'intervention, si on peut parler comme ça. En tout cas, la réponse opérationnelle adaptée pour qu'elle soit la meilleure possible en cas de nouvel événement. Donc, nous allons maintenant pouvoir discuter de l'application du SNI. Donc, je me tourne vers vous, Madame Fatmi. Donc, 7 ans après sa création, comment le SNI est-il saisi par les opérateurs ? Pour le coup, je touche du bois, jamais appliqué en Haute-Savoie. Clairement, c'est ce qui a pu être dit par le colonel Drouot. Le préfet, il s'appuiera, en l'occurrence là, sur le commandant de groupement ou sur le commandant qui est en charge du traitement de l'événement, on va appeler ça comme ça. Et donc, effectivement, c'est lui qui irait activer son échelon zonal et l'échelon national ensuite. Donc en fait, l'organisation telle qu'elle fonctionne dans le quotidien, je dirais, elle est facilitée par le SNI parce qu'aujourd'hui, c'est un concept qui est connu par l'ensemble des acteurs. Mais ce n'est pas non plus un concept ou un schéma que nous, on applique tous les jours quotidiennement dans le traitement de divers événements. Depuis la rédaction du SNI, chaque direction de la gendarmerie, de la police ou de la préfecture de police ont décliné une doctrine propre à leurs unités. Toujours est-il que la réponse opérationnelle imminente en cas d'attaque terreau reste la règle. C'est-à-dire que si une attaque terreau arrive sur n'importe quel point du territoire, en Outre-mer ou sur le territoire national, les forces spécialisées se mettent en ordre de bataille pour rejoindre le site et les primo-intervenants, qu'ils soient policiers ou gendarmes, peu importe la zone de compétence territoriale, vont intervenir pour faire cesser la tuerie. C'est l'innovation du SNI. Cette cohérence, cette rapidité dans la réponse opérationnelle, c'est celle qu'attendaient les autorités politiques suite au constat de l'année 2015, qui a montré des temps d'intervention qui étaient parfois trop longs pour faire cesser la menace. Et en sachant que, en complément justement de tout ce qui a pu être fait en termes de formation, de passage d'infos, etc., tous les départements de France organisent régulièrement des exercices. Donc il y a des exercices métiers qui sont organisés en propre, par exemple par la gendarmerie. Le but étant effectivement de maintenir en condition opérationnelle l'ensemble des militaires qui auraient vocation à intervenir. Nous, on organise du coup des exercices aussi départementaux parce qu'on a beau connaître les concepts, c'est quand même en s'entraînant qu'on se prépare le mieux à ce type d'événement. Donc voilà, cette culture de l'exercice, elle était déjà présente. Elle a toujours été présente, mais elle est devenue aussi, voilà, on y a tous vu un intérêt collectif à la suite d'événements comme celui-ci. La gendarmerie de la Haute-Savoie met en œuvre régulièrement des exercices terreau. On était dans cette belle commune il y a encore quelques mois pour notre exercice de réponse opérationnelle à une crise terroriste où une attaque terreau avait lieu au lycée juste à côté. Notre PC crise était dans l'auditorium et on organisait la réponse de l'État avec les militaires du 27e BCA, le service médical, les pompiers, les gendarmes primo-intervenants de Sénaux et ensuite le renfort des gendarmes de tout le département. Dans l'attente de l'arrivée des gendarmes spécialisés, soit d'une antenne GIGN d'Orange ou de Dijon, ou voire le GIGN de Satory. Merci beaucoup pour vos réponses. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence et pour votre intervention. Donc, nous pouvons constater l'amélioration de la coopération interservices entre donc, les forces de l'ordre et les forces d'intervention, mais aussi des outils de réponse à ces actes menaçant la sécurité nationale. Donc, le défi est de taille, sachant que la menace reste permanente et diffuse. Comme nous l'avons vu, la définition même du terrorisme pointe cette volonté de créer un climat d'insécurité, nous empêchons ainsi de vivre. Nous avons donc tous un rôle à jouer en résistant et en conservant notre mode de vie malgré tout. Donc merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci Blandine et merci encore aux intervenants. Enfin, passons à la dernière table ronde avec Lila et Anouchka qui se penchera sur l'après, sur les réactions a posteriori des actes terroristes. Bonsoir à tous, merci d'être restés avec nous pour aborder cette dernière table ronde
Et oui, promis, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière, portant sur les conséquences de l'acte terroriste. Mais faisons d'abord un point. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment la société française s'est-elle saisie de l'attaque terroriste? Le verdict rendu par la cour d'assises concernant les procès des attentats du 13 novembre 2015 est tombé le 29 juin 2022, soit 7 ans après les attentats du Bataclan. Mohamed Abrini et Salah Abdeslam ont été condamnés à perpétuité. Ce procès ayant fait l'objet d'une controverse montre alors la difficulté pour l'outil judiciaire à se saisir de la particularité de l'attaque terroriste. Mais alors, comment accompagner la société et surtout, comment se saisir au mieux de l'acte terroriste? Afin de répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Nathalie Saint-Denis, directrice présidente de l'association Aide aux victimes et intervention judiciaire des Savoies, aussi responsable du réseau référent actes de terrorisme sur l'ensemble du territoire. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Hélène Le Seigneur, assistante radicalisation à la Cour d'appel de Chambéry et ancienne directrice d'insertion et de probation d'un centre pénitentiaire. Merci pour votre présence. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Lecupre. Vous travaillez en tant que directeur au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Merci pour votre présence. Au regard de vos différentes fonctions et expériences, nous aimerions que vous partagiez avec nous ce soir vos visions de la capacité de la société française à se saisir de l'acte terroriste. Comme nous venons de le voir avec le lieutenant-colonel Drouot et Madame Fatmi, l'État tente d'organiser une riposte opérationnelle aussi performante que possible afin de faire face aux tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure. Mais la société en reste bouleversée, alors comment gérer au mieux les conséquences? Comment rester rationnel et ne pas tomber dans un réflexe vengeur? Le rôle de la justice devient alors central afin de contenir les tensions et mettre chacun face aux conséquences de ses actes. Ainsi, la prise en charge des accusés au sein du processus juridique est une étape primordiale pour rendre la société plus résiliente, afin de rendre justice, punir qui doit être puni et avancer. Je m'adresse maintenant à vous, Madame Saint-Denis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Selon vous, les procès concernant les crimes terroristes suffisent-ils à assurer la résilience d'une nation? Alors, je vais faire une réponse assez tranchée. Non. Alors, je ne pense pas que ça ne suffit pas à l'échelle d'une nation et ça ne suffit pas au niveau d'une victime. Alors, je tiens juste à, on va dire, recentrer la raison de ma participation. On est donc une association d'aide aux victimes et dans le cadre de nos prises en charge quotidiennes, on est amené à prendre en charge les victimes de ces différents événements, de ces différents attentats et on est amené à les accompagner dans leur démarche, qu'elle soit procédurale ou une démarche de reconstruction psychique. Voilà. Donc pourquoi non? Parce que le procès participe à la résilience, mais finalement, tout ce qui a été présenté par les différents intervenants en amont permettent d'aller vers cette démarche de résilience. Mais c'est une complémentarité. Le procès n'est qu'une partie. Le procès n'est qu'une partie pour comprendre et apporter une réponse sociale, sociétale à un événement. Pour autant, en lui-même, il ne suffit pas à apporter cette résilience. Au niveau de la situation d'une victime, il faut savoir que, je ne sais pas si on peut parler de résilience finalement, puisque pour les victimes, le procès sera un élément de reconstruction qui va permettre la survie. Mais parler de résilience, c'est même compliqué pour certaines victimes finalement. Patrick Lecupre, Hélène Le Seigneur, vous souhaiteriez apporter vos réponses? Alors moi, je pense que j'interviendrai après, puisque nous sommes vraiment après la reconnaissance de la qualité du statut de victime d'attentat terroriste. Et c'est là où l'Office national des combattants et victimes de guerre intervient. Donc je pense que nous, on intervient après dans le processus.
voudrais revenir sur un point que vous soulignez. Vous avez évoqué victimes de guerre. Il faut savoir que le terrorisme a cette spécificité au niveau des victimes, d'en faire des victimes de guerre. Donc c'est pas anodin, puisque finalement c'est une problématique qui jusqu'à récemment était en dehors des frontières de nos territoires et finalement qui était principalement connue par les autorités françaises qui opéraient à l'extérieur, donc c'est-à-dire l'armée notamment. Et donc ce statut de victime de guerre engage aussi tout un processus d'accompagnement, de reconstruction, un devoir de mémoire, dont vous parlerez sûrement, très particulier, qui n'est pas commun aux autres victimes. En revanche, de façon assez générale, le procès n'est pas, pour une victime, une réponse en soi. Ça va être un élément qui va participer à la reconstruction, de la même façon que le procès pour les actes antiterroristes va participer à une réponse pour la nation, mais ce ne sera pas la réponse suffisante en tout cas. D'accord, merci. Donc, comme vous l'avez évoqué, les jugements des attaques terroristes ne sont qu'une réponse pour permettre la résilience de la nation, si on peut parler de résilience. Mais pour qu'il y ait donc une pleine résilience, la société ne doit pas oublier, elle doit faire mémoire de ce qu'il s'est passé. Ce devoir de mémoire relève de l'État, mais aussi des différents organismes qui sont dédiés à ce travail-là. Patrick Lecupre, vous faites partie de ce type d'organisme. Pourriez-vous nous expliquer comment cette transmission se fait-elle ? Oui, alors pour le coup, je vais vous parler de mémoire, mais je vais surtout vous parler dans un premier temps de l'action au quotidien qu'accomplit l'Office national des combattants et victimes de guerre au profit des victimes d'attentats terroristes. Tout d'abord, une petite genèse, c'est tout simplement l'Office national des anciens combattants, des combattants et victimes de guerre est une vieille maison. C'est une maison qui date de 1916, qui a été créée à l'origine pour venir en aide aux anciens combattants, à leurs familles. C'est alors également qu'a été décidé le statut de pupille de la nation. Et lors de la vague d'attentats de 2015, comme le disait Madame, au regard du nombre de victimes de ces attentats, il s'est avéré que l'Office a pris en charge les victimes d'attentats terroristes, mais également leurs familles. Voilà. Donc ça implique qu'à partir du moment où la victime d'attentat terroriste est reconnue comme telle, elle devient un ressortissant de l'ONAC, au même titre pour nous qu'un ancien combattant de la guerre 14, de la guerre 39 ou des OPEX. Ça devient un ressortissant. Et à partir de ce moment-là, cette personne bénéficie de tout le soutien de l'ONAC, qui est, je le rappelle, une maison qui comporte 104 services départementaux répartis sur tout le territoire, qui fait qu'on dispose d'un maillage territorial complet sur tout le territoire, qui nous permet dans chaque service d'identifier dans la mesure du possible, au regard des listes qui nous sont fournies par le ministère de la Justice, les ressortissants victimes d'attentats terroristes, de leur venir en aide, parce qu'il y a aussi une problématique particulière sur ce type de population. C'est tout simplement que certains n'ont pas envie d'être aidés au départ. Certains vont vouloir rester un peu dans l'ombre, cachés pendant quelques années, et puis soudain, quelques années après, auront besoin de quelqu'un pour les écouter. Et là, l'Office entrera vraiment ça sera vraiment la mission de l'Office que de recevoir ces personnes qui auront pu être victimes d'attentats terroristes 10 ou 15 ans avant. Voilà. Donc ça, c'est pour le volet soutien au quotidien. J'ajoute que pour les enfants des victimes d'attentats terroristes, comme pour les combattants des conflits contemporains, est mis en place le statut de pupille de la nation. Donc en résumé rapidement, pupille de la nation, ça veut dire qu'un enfant de moins de 21 ans, dont le parent aurait été victime d'un attentat terroriste, sera adopté par la nation, c'est un jugement. Et à ce moment-là, c'est la nation qui va subvenir à ses besoins d'éducation, à ses besoins de vie courante, en complément de l'action de ses parents. Évidemment, s'il n'a plus de parents, vous comprenez bien l'importance du statut de pupille de la nation. Et je vais terminer rapidement sur l'aspect mémoire. Oui, effectivement, l'Office est en charge de la mémoire combattante essentiellement, mais je rappelle quand même que chaque année, le 11 mars, donc c'était assez récent, il y a quelques semaines, le 11 mars de chaque année, il y a une commémoration nationale
aux victimes d'attentats terroristes dans chaque département, qui est présidé par le préfet, en liaison avec tous les services de l'État. Et c'est aussi une occasion pour les services de l'État, mais aussi pour toute la population, de se rappeler que même si on vit actuellement dans une période post-attentat, mais bon, on n'est jamais vraiment en post-attentat, il faut aussi se rappeler qu'il y a un certain nombre de Français, nos compatriotes, qui ont été gravement touchés. Et c'est une occasion pour nous de reprendre contact avec nos ressortissants victimes d'attentats terroristes. On le fait à chaque fois, pour leur demander s'ils veulent être présents à cette cérémonie. Là encore, ce n'est pas toujours le cas, parce que souvent c'est une blessure qui est encore au fer rouge. Mais en tout cas, c'est vraiment une cérémonie qui a vocation à ne pas oublier toutes les victimes d'attentats terroristes. Merci pour votre réponse. On aurait également une autre question à vous adresser, Patrick Lecube, puisqu'on a pu quand même remarquer qu'il pouvait exister une certaine différence de traitement en fonction des différents attentats. Parce que, par exemple, même si les attentats tels que celui du Bataclan sont fortement médiatisés, d'autres, comme par exemple l'attentat au couteau dans la préfecture de police de Paris, qui a eu lieu le 3 octobre 2019, restent finalement plus vite oubliés et moins relayés. Et faut-il, selon vous, y voir une différence de traitement ou une volonté de ne pas semer la peur dans la société ? Alors, pour l'Office, il n'y a pas de grands, de petits, de moyens attentats. Il y a un attentat et il y a une victime d'attentat. Voilà. D'ailleurs, la réponse est très simple. Vous regardez les décrets qui sortent régulièrement d'attribution de médailles des victimes d'attentats et vous verrez la liste de tous les attentats qui ont eu lieu et où des Français ont été blessés ou en tout cas victimes. Et vous verrez qu'il y a des attentats qui n'ont absolument pas été médiatisés. Ou alors qui sont vraiment très très anciens, qui ont complètement été oubliés et qui datent largement de bien avant les attentats de 2015. Donc vraiment, la réponse de l'État, puisque nous, établissement public sous tutelle du ministère des Armées, nous agissons nous accomplissons une politique publique, voilà. Ça veut bien dire que l'État, pour l'État en tout cas, il n'y a pas de petits, de grands, de moyens, d'attentats plus ou moins médiatisés. La réponse de l'État est la même, quel que soit l'attentat. Merci. Si je peux me permettre d'apporter, de compléter, quand il s'agit de prendre en charge une victime d'actes de terrorisme, il y a toute une structuration de la réponse qui a été faite. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on va intervenir, on est saisi par l'autorité judiciaire. Ça peut être une saisine, tout est rassemblé au niveau national quand c'est un événement d'ampleur. Après, on peut être saisi de façon plus ponctuelle sur des événements par le parquet antiterroriste de Paris. Typiquement, sur un acte terroriste contre un ressortissant français qui s'est produit à l'étranger, on va avoir une saisine pour prendre en charge notamment les victimes indirectes, à savoir la famille. Donc il y a toute une réponse très structurée qui a été faite, qui a été établie. Il y a au niveau judiciaire, il y a des entités qui sont créées spécialement pour mieux accompagner les victimes, pour apporter une meilleure réponse judiciaire à cette problématique sociale. Et donc nous, dans ce cadre-là, les associations comme les nôtres, on fait partie d'une fédération qui est directement saisie par l'autorité judiciaire pour prendre en charge les victimes, peu importe les circonstances, la taille de l'événement, la gravité de l'événement. Le service proposé, l'accompagnement proposé sera le même sur tout le territoire. Merci pour votre réponse. Je pense qu'on va pouvoir continuer pour la prochaine question. Donc, on va se recentrer un peu sur le terroriste en lui-même, puisque lorsqu'il est jugé coupable, il est envoyé en prison. Je m'adresse maintenant à vous, Hélène Le Seigneur. Pensez-vous que la déradicalisation d'un terroriste est possible, notamment dans le système carcéral, et pensez-vous que la réinsertion sociale des terroristes est possible et juste pour la société et pour les victimes ? Alors déjà, excusez-moi parce que j'ai un vrai problème de voix et de tout, je vais essayer de ne pas tousser, mais il m'a semblé important de venir pour les étudiants. Alors déjà, en France, vous m'entendez bien ? On ne parle pas de déradicalisation dans l'administration pénitentiaire parce que la déradicalisation, c'est s'attaquer aux croyances, aux valeurs et à l'idéologie de la personne. Ça, c'est très très compliqué. Et en France, la radicalisation, en fait, n'est pas une infraction en elle-même.
il faut qu'il y ait un passage à l'acte violent qui matérialise l'infraction terroriste. Donc on parle plutôt de, on peut parler de désembrigadement, mais on parle aussi de désengagement de l'action violente. Pourquoi désengagement de l'action violente? Parce qu'on va s'attaquer en fait au comportement de la personne, à ses actes, et on va essayer, c'est la méthodologie de l'administration pénitentiaire qui est maintenant éprouvée, de passer une sorte de contrat avec cette personne, de mettre le doigt en fait sur toutes les problématiques qui l'ont amené à passer à l'acte et à poser une bombe ou à faire de l'apologie du terrorisme aussi. On va trouver ces problèmes avec lui, les identifier, et avec la personne, on va mettre en place tout un plan et des solutions pour éviter la récidive et de nouveau le passage à l'acte violent. En fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de désengagement de l'action violente. Après, je ne pense pas que la prison en elle-même permet la déradicalisation des personnes, mais plutôt les hommes et les femmes qui y travaillent, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les surveillants dans leur travail quotidien également, mais également tous les nouveaux personnels qui ont été recrutés, puisqu'il y a eu un énorme travail de recrutement et on a recruté des équipes pluridisciplinaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la personne radicalisée qui est passée à l'acte, ça comprend tout un tas de thématiques qu'on va devoir traiter. Donc on a recruté des éducateurs pénitentiaires, on a recruté des psychologues, mais également on a voulu travailler sur une question très particulière qui n'est pas propre aux autres délinquants, c'est tout ce qui a trait à la religion. Donc on a recruté des médiateurs du fait religieux, mais également des personnes spécialisées en géopolitique, parce qu'il y avait des délinquants terroristes qui ont un bagage immense et des connaissances assez pointues en géopolitique. Et pour faire ce travail de déconstruction, reconstruction, et je me reconstruis dans une société et en étant respectueux et en ne repassant pas à l'acte, il faut s'attaquer à toutes ces questions. Il y a aussi un énorme travail de formation qui a été fait sur les personnels, et il y a également le renseignement pénitentiaire, qui est une vraie entité à part entière, qui s'est vraiment étoffé. Voilà, je pourrais vous en parler des heures, moi c'est pas le sujet. Donc il y a tout ça. Et il y a cette méthodologie propre à l'administration pénitentiaire, qu'on a aussi emprunté au Canada, qui est le RBR, risque, besoin, réceptivité. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Donc on va identifier les différentes problématiques de la personne. Ça peut être, par exemple, des problèmes d'addiction, des problèmes psychologiques, l'appât du gain, un attrait particulier pour la cruauté. Voilà, on va identifier ça avec la personne, mettre le doigt là-dessus. On va élaborer un plan d'accompagnement avec la personne, donc les besoins, on va déterminer ses besoins. La personne, par exemple, a besoin d'avoir des bagages professionnels parce qu'elle n'a aucune compétence et en fait elle a été recrutée par Daesh parce que finalement elle n'avait aucun projet et donc elle a pu mettre en œuvre un projet. Voilà, donc on va travailler là-dessus et on va travailler aussi sur la réceptivité de la personne. Voilà, c'est tout ce faisceau-là. Donc la réceptivité, c'est par exemple ses facultés cognitives, sa compréhension, si elle a des problèmes psychologiques. Et vraiment, c'est vraiment cette méthodologie qui est mise en place. Voilà. Après, dans la pénitentiaire, il y a eu tout un travail aussi qui a été fait sur l'aspect bâtimentaire, en fait. Au début, quand il y a eu les attentats en 2015, on a regroupé ces personnes, en fait, dans des quartiers. Parce qu'on s'est dit, bon, on va regrouper la menace au même endroit. Comme ça, il ne va pas y avoir de propagation de cet idéal terroriste parmi les autres détenus. Puis il faut aussi protéger les autres détenus. Parce que le travail de la pénitentiaire, c'est de protéger aussi les détenus. On les garde, ils ne doivent pas ressortir massacrés, ou pire, quand ils sont rentrés dans les murs. Voilà. Donc on les a regroupés dans des quartiers dédiés en 2015, et on s'est rendu compte que ce n'était pas une très bonne idée, puisque finalement, on avait des petits jeunes qui avaient fait de l'apologie du terrorisme, ou qui avaient fait le voyage pour aller jusqu'en Syrie, mais qui n'étaient pas allés au bout, parce qu'ils avaient vécu une période de désenchantement, donc ils étaient revenus avec des gens qui étaient passés à l'acte sur de l'action violente. Voilà. Donc on a mis ça de côté, on les a ventilés après un petit peu dans toute la détention, on les a saupoudrés un petit peu sur tous les établissements, et on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas encore la solution. Donc on a étoffé tout un tas de grilles de détection, je vous passe les détails, détection, évaluation, prise en charge. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie. Donc les agents sont rompus vraiment à identifier tous ces faisceaux d'indices pour identifier s'il y a un risque, parce qu'il n'y a pas que les personnes condamnées pour terrorisme qui sont en détention, il y a aussi des personnes qui se radicalisent en détention, au contact d'autres détenus, et il y a des personnes qui sont dans la dissimulation, mais qui petit à petit, quand on identifie certains indices, on les repère comme radicalisés. Voilà.
Donc il y a tout ce travail qui a été fait. Et maintenant, on est passé à une troisième phase. En fait, il y a des quartiers d'évaluation de la radicalisation et des quartiers de prise en charge également. Donc, ce qui fait que maintenant, toute personne condamnée pour un fait terroriste ou qui est suspectée de radicalisation va passer par ces quartiers d'évaluation de la radicalisation avec une équipe pluridisciplinaire. Et pendant 4 mois, la personne va être observée, va faire des activités particulières pour vraiment évaluer le risque et la menace en fait, et le degré d'endoctrinement en fait, de cette personne. En fait, il n'y aura que les personnes gravement atteintes sur le plan psychiatrique qui ne passeront pas par ces quartiers d'évaluation de radicalisation, ou les personnes qui pourraient présenter un risque imminent de passage à l'acte. On va les laisser, celles-là, à l'isolement en fait. Voilà. Donc après, pour revenir à votre question, je pense qu'il y a certains profils en fait, de condamnés qui sont plus difficiles à désengager de l'action violente. Moi, je repère les cas plutôt psychiatriques, donc les gens qui sont atteints de pathologies lourdes, et c'est la radicalisation islamiste qui alimente en fait le délire. Donc là, c'est très compliqué de travailler avec ces personnes-là. Il y a aussi les théologues convaincus, en fait, ceux qui sont allés faire des études en Arabie Saoudite ou ailleurs, qui se définissent comme des sachants, en fait, bon, pas dans le bon côté du Coran, mais qui sont alimentés par ça. Donc ça, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir un travail de longue haleine avec ces personnes-là. Et l'autre branche qui est compliquée, enfin difficile à travailler, il y a les femmes. En fait, les femmes, c'est très compliqué parce qu'elles sont vraiment dans cette notion de pureté et de rigueur. Les hommes, c'est plus facile finalement, en fait, à les ramener un petit peu dans le droit chemin. Mais les femmes vont rester dans cet idéal de pureté. Souvent, ils vont continuer un peu en sous-main, en fait, à alimenter ces idées. En fait, voilà. Après, il y a aussi tout le travail qui est réalisé en milieu ouvert. Parce que finalement, le milieu fermé, c'est la face apparente de l'iceberg. Mais comme pour tous les condamnés, en fait, 80% des condamnés, je ne parle pas des infractions terroristes, sont libres, en fait. Donc vous avez des gens qui ne passeront jamais par la case prison. Mais on a aussi des programmes de prévention des actions violentes qui sont menés en action ouverte. On fait aussi énormément de travail avec le secteur associatif aussi, pour les amener à découvrir d'autres choses, à remplacer leur système de pensée par un autre, à trouver leurs propres solutions et être plus responsables et à ne pas recommettre d'infractions. Parce qu'en fait, pour boucler en fait, le développement, effectivement, la réinsertion des condamnés est juste, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, c'est la question de la peine de mort qu'il faut remettre dessus. Et dans cet état de droit qu'est la France, on a aboli la peine de mort. Donc de toute façon, ces condamnés, même s'ils ont commis des pires atrocités, vont sortir de détention. Ils ne vont pas rester avec des peines de 200 ans de réclusion criminelle comme aux États-Unis. Les gens vont sortir. Donc c'est à nous, en fait, État, administration pénitentiaire, sécurité, de faire en sorte que ce soit à nouveau des personnes responsables et qui arrivent à vivre à nouveau en société et à s'insérer dans la société. Je sais pas si merci beaucoup pour votre réponse et pour vos différentes interventions. Alors que la société française se remet difficilement des attaques terroristes de 2015 et que l'État français tente de répondre aux différentes attaques à la sécurité intérieure, la prise en charge des terroristes au sein du système judiciaire reste une étape quand même primordiale dans le processus de résilience de la nation. Cette prise en charge nécessite d'être accompagnée d'un devoir de mémoire, mais aussi de dispositifs efficaces de désengagement. Et ces efforts rendent la société plus résiliente. Elle doit lui permettre d'avancer en acceptant le passé sans pour autant l'oublier. La transmission faisant partie intégrante de ce processus de conservation de la mémoire reste pourtant un sujet de débat. Que dire et ne pas dire ? Comment et à quelle fin ? Ainsi, la prise en charge des actes terroristes, bien qu'elle soit de plus en plus efficace, doit être poursuivie dans la durée, car la menace terroriste reste malheureusement toujours d'actualité dans notre société. Merci à tous. Mesdames et messieurs les intervenants, s'il vous plaît, nous vous demandons de bien vouloir rester sur scène, car avant de conclure, nous souhaiterions répondre à les quelques questions que vous nous avez posées tout au long de cette conférence. Nous appelons donc tous les autres intervenants à monter sur scène et de bien vouloir nous rejoindre.
D'abord, merci à tous pour toutes vos questions. Vous avez été très nombreux à nous en poser et toutes très intéressantes. Malheureusement, faute de temps, nous ne pourrons pas toutes les traiter, évidemment, mais nous en avons sélectionné 4 que nous jugions particulièrement pertinentes. Et donc pour ça, nous sollicitons une dernière fois nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. La première question sera portée à la première table ronde sur l'amont du terrorisme et de la radicalisation. La question étant la suivante: comment continuer à se préparer à cette menace dans un contexte où la protection de la vie privée et des libertés individuelles est de plus en plus réclamée? Je vais essayer de répondre à cette question qui est assez complexe, mais avec un biais qui est important à mon avis pour comprendre, mais aussi pour faire de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, la prévention surtout de la radicalisation. C'est s'attaquer à tout ce qui est lié au risque numérique aujourd'hui. Parce que c'est ça, quand on parle des protections de la vie privée, on sait qu'on a de plus en plus, surtout depuis cette multiplication de l'offre des réseaux sociaux, on a de plus en plus des dangers, des risques, dont le risque du basculement dans la radicalisation et dans l'extrémisme violent. Donc aujourd'hui, il y a, je crois, un pilier qui est très important. En tout cas, c'est l'approche que nous avons adoptée au sein de Prévanet, l'association que j'ai fondée et que je dirige depuis 2016, autour de l'éducation aux médias. Comment aujourd'hui arriver à développer un bien-être numérique chez nos jeunes pour éviter qu'ils soient vraiment influençables, influencés par toutes sortes d'idéologies ou tout simplement de personnes malveillantes. C'est ça. Donc, ce qui impliquerait de travailler, par exemple, sur des risques comme les addictions, l'enfermement, l'isolement et l'enfermement dans le sens large du terme, mais aussi sur le complotisme, par exemple, comment déconstruire les théories complotistes pour éviter, parce que ce que j'ai aussi observé dans le cadre de mon travail de recherche et de terrain, principalement en milieu carcéral, en rencontrant des détenus TIS, donc les détenus terroristes islamistes, c'est que sont pratiquement tous complotistes. Ça, c'est une constante. En fait, ça revient souvent. Donc aujourd'hui, un des facteurs de vulnérabilité, c'est tous les complotistes ne sont pas des terroristes, mais ce que j'ai vu, en tout cas en France, c'est l'inverse, c'est vrai. Donc c'est des pistes vraiment à explorer aujourd'hui pour cette forme de lutte. D'accord, merci beaucoup Madame Hussein pour votre réponse très complète. Passons dès maintenant à la deuxième question qui est pour la deuxième table ronde, notamment pour le lieutenant-colonel Drouot. Monsieur le lieutenant-colonel Drouot, en cas d'attaque terroriste contre des intérêts français à l'étranger, est-ce qu'il y a un SNI complet avec des unités militaires opérationnelles pour l'étranger, justement ? S'agissant de l'intervention à l'étranger, ça fait appel à plusieurs paramètres. Déjà, les accords de coopération avec le pays dans lequel on doit pouvoir intervenir. Ensuite, sur le territoire étranger sur lequel on devrait pouvoir intervenir, si on n'a pas de force prépositionnée, ça va demander des délais d'engagement assez longs. Donc tous ces éléments et tous ces paramètres mis bout à bout, la réponse ne peut pas être très simple à ce stade. Je peux vous dire que oui, les intérêts français à l'étranger seront pris en compte par l'ambassade dans un premier temps, avec l'attaché de sécurité intérieure, l'attaché défense qui seront présents au sein de l'ambassade, qui vont faire appel aux forces de sécurité locales qui sont sur leur territoire compétents au premier chef. Mais dans tous les cas, à l'étranger, sauf cas particulier, ce n'est pas les forces françaises qui pourraient intervenir. Même si on a pu le voir par des accords de coopération particuliers en Afrique notamment, où le GIGN est amené à intervenir avec les forces armées en projection en urgence, mais ça nécessite quand même quelques heures de préparation et on ne peut pas intervenir dans les meilleurs délais pour apporter la réponse. Donc on fera appel principalement aux forces locales. Très bien, merci beaucoup. Passons maintenant à une question pour la troisième table ronde. Comment est-ce que la branche de surveillance pénitentiaire est-elle formée pour faire face à des terroristes ayant commis un ou plusieurs attentats meurtriers ? Je sais pas.
Pas de problème, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Bien sûr, je peux répéter la question. Alors la question était, comment est-ce que la branche de surveillance pénitentiaire est-elle formée pour faire face à des terroristes ayant commis un ou plusieurs attentats meurtriers, sur le plan psychologique en particulier? En fait, il y a un important accompagnement psychologique de nos personnels parce qu'ils font face à des quotidiens qui sont très durs et parfois très violents. Donc, ils peuvent être accompagnés vraiment sur le quotidien, en fait. Et on a aussi un numéro anonyme où ils ne sont pas obligés de voir un psychologue de l'administration pénitentiaire. Ils peuvent contacter une structure extérieure pour parler librement, en fait, au téléphone. Voilà. Alors, généralement, ils sont formés aussi. Hein. On n'envoie pas le surveillant qui sort de l'école en quartier d'évaluation de la radicalisation. Ils suivent la formation avant quand même. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Concernant la dernière question qui a été posée et que nous allons traiter, je pense que vous pourriez y répondre, Monsieur Philippe Gallez. Pour ça, nous vous invitons à nous rejoindre, si vous le voulez bien. La question étant, comment se fait-il que nous n'avons pas, ou beaucoup moins, d'exercices attentats au sein des universités, des facs, alors que les sites sont ouverts sans sécurité, comparé au collège et au lycée? Alors, je ne sais pas si c'est possible d'organiser régulièrement des exercices de prévention contre le terrorisme. Ce qui se passe à l'université, c'est que naturellement, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais le plan Vigipirate est appliqué et il y a régulièrement des passages d'échelon dans un sens ou dans un autre. Naturellement, à mon niveau, moi je suis en relation avec, par exemple, les préfets des deux départements, de la Savoie et de la Haute-Savoie, et nous échangeons des informations. Et puis, il y a au sein de l'université ce qu'on appelle un référent défense, qui n'est pas le président, ou rarement, qui est plutôt un personnel administratif de haut rang et qui échange régulièrement avec les services de l'État, notamment sur les menaces qui peuvent peser sur l'université. Voilà un petit peu comment on est organisé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir... Merci beaucoup. Ça marque donc la fin de notre conférence. Nous allons pouvoir conclure. Je vous remercie encore les intervenants et je vous invite à vous rasseoir, si vous le voulez bien, pour la conclusion. Et merci pour votre courage, Madame le Seigneur. Bien, passons à la conclusion. À travers cette conférence, nous avons donc pu traiter 3 aspects essentiels de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. D'abord, à travers une première table ronde, nous avons pu étudier en profondeur comment s'opèrent les processus de radicalisation et comment l'État cherche à institutionnaliser une série de dispositifs pour y faire face au mieux et à toutes les échelles. À travers la deuxième table ronde, nous avons pu comprendre comment la multiplication d'attaques terroristes a mis en garde l'État français sur la nécessité de mettre en place des plans d'intervention spécifiques visant à améliorer la coopération et l'efficacité de la lutte contre les menaces terroristes. Le SNI, Schéma national d'intervention, créé en 2016, s'est, malgré la complexité de sa mise en œuvre, imposé comme un dispositif nécessaire pour remédier aux insuffisances organisationnelles auxquelles se sont confrontées les forces de l'ordre lors des attentats de 2015. Enfin, nous avons pu voir dans une troisième et dernière table ronde que la réponse aux tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de notre pays passe également par le traitement des conséquences d'un acte terroriste. La justice a alors un rôle majeur en tant qu'outil de réparation, d'apaisement des tensions et de mémoire de ces événements. Il est également du devoir de l'État français de favoriser ce travail de mémoire par d'autres moyens que les moyens judiciaires, afin d'accompagner le processus de résilience de la nation. Pour finir, le traitement a posteriori des actes terroristes doit nécessairement passer par des efforts considérables au niveau de la gestion des criminels, par des instances de gestion pénitentiaire et de déradicalisation efficaces.
Grâce à tout ce travail de réflexion autour du terrorisme, les intervenants spécialisés ont pu répondre à nos interrogations en vue de préciser où nous en sommes aujourd'hui du terrorisme en France. Comment l'État cherche à appréhender cette question pour assurer sa sécurité et surtout comment cela se traduit en pratique et en quoi cette menace fait l'objet d'une prise en charge à la fois permanente, évolutive et multidimensionnelle. En guise de conclusion finale, nous pouvons dire que le terrorisme et la radicalisation sont des phénomènes d'ampleur qui bouleversent complètement nos sociétés, aussi bien les citoyens que l'État, qui se doit ainsi d'adapter ses services de sécurité intérieure, de prévention, de renseignement, de justice et de gestion des criminels pour y faire face au mieux. Si le terrorisme et sa prise en charge est de plus en plus performante, il est nécessaire que l'État poursuive ses efforts en vue d'assurer sa sûreté et d'affronter de la manière la plus infaillible possible une menace permanente qui, comme le rappelle Jean-Charles Brissard, président du Centre d'analyse du terrorisme, est à la fois protéiforme, endogène, largement diffuse et imprévisible. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que notre intervention aura su être intéressante et enrichissante. Pour notre part, nous sommes réellement satisfaits de cette soirée qui nous tenait à cœur en réalisant cet événement avec vous tous ce soir. Et avant de conclure, j'aimerais inviter et convier toute ma classe sur scène, car bien que ce soir vous n'ayez vu que quelques personnes de notre licence, cette soirée n'aurait pas été possible sans l'implication de toute notre classe. Un immense merci à eux pour leur implication. Avant de mettre définitivement fin à cet événement et de vous convier au buffet, j'aimerais d'abord remercier Corentin et Cyprien, les maîtres de cérémonie, pour cet exercice pas facile, ainsi que l'ensemble de nos présentateurs tout au long de cette soirée. Je pense qu'on mérite un peu d'applaudissements encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ethan. Sur ce, nous clôturons officiellement la fin de cette soirée, mais restons avec plaisir à votre disposition pour échanger avec vous juste après, lors du buffet. Merci à tous. Beaucoup.